Les flops du mois aussi, comme on le voit dans certaines émissions. Alors je commencerai par un flop, mais c'est un flop national d'ailleurs. Malheureusement, ça se répercute au plan local, de l'attitude pathétique de l'officine CGT. Récemment est décédée, et nous en sommes très peinés, une de nos collaboratrices qui était la représentante de la CGT dans nos services depuis pas mal d'années et qui défendait avec conviction les idées qui sont les siennes. C'est tout à fait respectable. Et la CGT a osé profiter de ce moment de deuil pour oser laisser entendre que cette collaboratrice aurait subi des brimades et des pressions dans sa carrière eu égard à ses engagements. Et je tiens à dire que c'est vraiment minable de tenir de tels propos, parce que c'est un dossier évidemment qui n'est pas public, mais on pourrait vérifier que la carrière de cette collaboratrice a suivi un chemin tout à fait logique et normal tout au long de ces années de collaboration avec la ville de Cholet, et qu'à aucun moment son engagement, fut-il parfois très rude, puisqu'elle était notamment de celles qui appelaient à la moindre grève, mais voilà, après, ce sont des choix personnels, et c'est vraiment tout à fait scandaleux d'utiliser un moment de deuil pour faire de la politicaille de bas étage d'une CGT dont on voit l'attitude désastreuse au plan national. Un point sur les tarifs du conservatoire pour donner deux flops à deux membres de l'opposition. Je dirais un flop là aussi pathétique de Mme Hardy. Elle n'est pas là pour se défendre, mais quand elle ose expliquer que les questions de tarifs relèvent du président parce qu'on est en dessous de 2500 €, et elle sous-entend que le président de la CAC prend des décisions tout seul, très franchement, c'est d'une débilité crasse. Il est clair que tout ça est discuté de manière très transparente en bureau de la CAC, en conférence des maires. C'est pas des choses qui sont décidées par une personne. Cette dame confond le fait de signer juridiquement des décisions qui, effectivement, comme on le voit, on en a parlé tout à l'heure, puisque ces décisions en plus sont publiques, on en rend compte au début de chaque conseil, que ce soit conseil municipal ou conseil intercommunal, et ces décisions, elles sont signées par le maire ou par le président, mais ça ne signifie pas que c'est tout d'un coup, le soir dans son bureau, que le maire ou le président prend une décision tout à fait arbitraire sur tout et n'importe quoi. Enfin, passons. Je serai obligé de remettre aussi un petit flop à M. Vachet, qui, sur le même sujet, disait quand même des choses un peu curieuses. Je le cite d'abord. Regrette aussi car des habitants situés hors CAC sont les victimes collatérales d'une nouvelle carte intercommunale et du ressentiment lié aux choix opérés par certaines collectivités voisines. Mais pas du tout. Je veux dire, c'est pas un problème de ressentiment ou de je ne sais quoi. Le problème, il est simple. C'est que nous regardons aujourd'hui les aides de l'État. Je le redis à nouveau ici. Je vais prendre un exemple chiffré très clair. Nous avions 120 de DGF, globalement au plan national. L'État, le gouvernement décide de racketter les collectivités territoriales. Alors, M. Hollande fait bien quelques petits cadeaux, parce que c'est la saison des cadeaux, mais il reste qu'il y a quand même un vrai racket. On descend à 100. Le problème, c'est que certaines collectivités, sous prétexte qu'elles sont organisées en communes nouvelles, ce qui fait d'ailleurs que la loi, en l'occurrence, fait une différence entre communes nouvelles et communes traditionnelles, ce que je ne lis pas dans la Constitution de la France. Pour moi, il n'y a qu'un type de commune. Donc je maintiens que ces décisions sont inconstitutionnelles, et à un moment donné, je ferai en sorte que le Conseil constitutionnel ait à trancher sur cette question importante. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on nous dit, les communes nouvelles, voilà, elles vont garder 10, et vous descendiez, je ne sais pas, de 12 à 10, ben vous allez descendre de 12 à 9, finalement. Donc vous allez encore perdre un peu plus, parce que les autres gardent. Et je suis désolé, il faut en tenir compte. Ça n'a rien de choquant, et ce n'est pas du ressentiment, c'est seulement la recherche d'un rééquilibrage en termes de justice. M. Vachet poursuit, et il dit, alors, le tarif doit être adossé à la capacité contributive du foyer et non sur les finances de la commune où on réside. Alors, justement, nous ne voulons pas pénaliser les familles. Vous démontrez d'ailleurs au demeurant ce que je dis depuis des années, depuis que j'ai commencé à me mêler un peu de politique, c'est-à-dire il y a pas loin de 40 ans. Être socialiste ne veut pas dire qu'on est social. La preuve en est. Mais vous n'êtes pas social, puisque vous voulez pénaliser les familles. Nous faisons le contraire. Nous disons les familles, on ne leur demande pas de payer plus. On leur demande d'aller vers leur collectivité
qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre un outil comme nous avons, nous, avec le conservatoire ou l'école d'art plastique, et de demander à la collectivité, du coup, de subventionner la différence entre le prix qu'elles payaient, ces familles, avant, et le prix qu'elles paieront désormais, sachant que justement le complément appelé auprès de la commune l'est en fonction des dotations que la commune reçoit. C'est pour cette raison que nous avons fait une différence entre telle ou telle commune. Il y a des communes qui reçoivent plus, il y a des communes qui reçoivent moins. Nous demanderons plus ou moins aux familles. Charge à elles d'aller demander à la collectivité de les aider. Et je vous indique d'ailleurs que plusieurs collectivités, d'ores et déjà, nous ont fait savoir qu'elles souhaitaient signer une convention avec la CAC pour se mettre d'accord sur le paiement de cette différence. Moi, je trouve totalement invraisemblable qu'on ose dire qu'on aurait dû demander plus aux familles. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que vous demandez, je ne suis pas d'accord. Je vous indique au passage également que pour avoir rencontré récemment le directeur régional de l'action culturelle de Pays de la Loire et le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, l'un et l'autre m'ont indiqué que ça ne leur posait aucun problème qu'il y ait des différenciations de tarifs entre la CAC et hors CAC. Ce qui était important pour eux, enfin notamment pour le DRAC, c'est qu'il y ait un tarif qui soit modulé en fonction du quotient familial sur la CAC. Voilà le point qui est important. C'est ce que nous faisons. À partir de là, d'ailleurs, le DRAC m'a indiqué que l'État allait à nouveau soutenir le conservatoire et le président du conseil départemental m'a indiqué la même chose. Monsieur Vacher, la parole est à la Défense. Oui, merci Monsieur le maire. Vous me permettrez de revenir donc sur ce dossier et puis sur vos propos. D'ailleurs, vous aurez noté, puisque vous avez été manifestement un lecteur attentif de ce que nous disions, que nous ne sommes pas opposés à la différenciation. La seule chose que l'on constate, c'est une hausse importante et une différence en fonction, effectivement, et là on est d'accord sur le fait que à chaque fois qu'il y a une évolution dans l'intercommunalité, ça s'accompagne d'une carotte qui, financièrement, est intéressante pour les collectivités qui s'inscrivent dans cette opération. Donc, en revanche, quand vous dites que, en fait, c'est pour faire... Vous venez de donner la réponse. En fait, quand on dit quotient familial, et quand je dis capacité contributive des familles, c'est bien une référence au quotient familial auquel nous faisons référence, et non pas faire payer l'intégralité, je dirais, de la hausse par collectivité. Après, vous dites il faut que les habitants se tournent vers leur collectivité. C'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Si, en fait, on n'est pas dans quelque chose qui est organisé au niveau des élus, est-ce que c'est l'intervention de M. Dupont ou de Mme Durand qui, effectivement, va faire évoluer la position de tel ou tel président de commune nouvelle? Et l'autre élément, c'est quand on regarde la grille, on s'aperçoit que dans la colonne autre, c'est-à-dire ce qui n'est pas la proximité immédiate, en fait, on a des tarifs qui sont plus intéressants que ceux que vous proposez en fait pour les différentes communes nouvelles. Donc, ce que nous disons, pour résumer, Monsieur le maire, c'est en fait une différenciation, je dirais, ça n'a rien de choquant, elle existe partout. Deuxièmement, elle doit rester proportionnée à la capacité, je dirais, des personnes qui s'inscrivent, parce que c'est elles qui vont payer. Et que, troisièmement, ce sont les collectivités qui doivent travailler ensemble. Vous avez raison, on est d'accord quand vous dites ils vont pas construire effectivement un équipement, je dirais, de la dimension et de la qualité de celui dont ils disposent actuellement sur la CAC. Et justement, en contrepartie, ils doivent être cofinanceurs de cette affaire-là, mais pas les gens. Et quand vous dites c'est pas social, c'est ce que je vous dis. Oui, non, mais quand vous dites vous n'êtes pas social, la formulation, en revenir à la capacité contributive de la personne, ça me paraît quand même être assez clair, Monsieur le maire, sur le fait que... Je lis la fin de la phrase, et non sur les finances de la commune où l'on réside. Ça veut dire que vous excluez, quelque part, le soutien de la commune. Non, je parle de l'assiette. Non, Monsieur le maire, je parle de l'assiette. C'est-à-dire, je dis la cotisation, en fait, elle est à asseoir
sur la capacité contributive de la personne et non sur la richesse fiscale ou richesse financière, globalement, de la collectivité. C'est là le point de désaccord, monsieur le maire. Oui, sauf que vous nous demandez de regarder par rapport au foyer fiscal, par rapport aux personnes, nous regardons par rapport aux communes. Parce que nous partons d'un principe, c'est que aujourd'hui, vous êtes la famille Dupont, comme vous disiez, qui habite dans telle commune hors CAC, vous payez tant, on va vous demander de payer plus. Selon la commune dans laquelle vous résidez, et évidemment, dans les communes nouvelles, on demande plus parce qu'il y a une dotation. On n'a rien inventé, nous avons pris les dotations générales de fonctionnement données... Oui, nous avons pris les chiffres, très précisément. Et alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a pas de communes nouvelles, qui sont plus éloignés finalement de la CAC, donc ça fait moins cher. Ben oui, parce qu'ils ont moins de dotations, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils payent pour les communes nouvelles. Donc il y a un moment, on dit, on vous demande moins cher. Et qu'est-ce que nous disons, nous, aux gens? C'est tout simplement de dire, allez voir vos collectivités, mais ce qu'ils font d'ailleurs. Je vous dis, il y a plusieurs collectivités qui nous ont déjà demandé d'organiser des conventions. Demandez-leur de vous subventionner pour la différence. Parce que, à Cholet, dans le Choletais, c'est le contribuable qui paye avec l'usager. Là, en l'occurrence, on demande que le contribuable participe aussi. Ça n'a rien de... Mais votre formulation est un peu ambiguë, parce que vous dites qu'il ne faut pas se baser sur les finances de la commune. Ben si, justement. Plus la commune reçoit encore de DGF, plus on demandera une différence. C'est tout. Ça ne me paraît pas choquant. Surtout qu'en plus, le fait qu'ils aient plus de DGF, qu'ils ne bougent pas dans leur DGF, ça diminue encore plus la nôtre. Donc, quand même pas très... Et je vous dis, sur une base juridique qui est très discutable. Enfin bon, donc, choses avancent là-dessus, vous savez, tout le monde va finir par se mettre d'accord. Alors, toujours dans les flops, on nous a fait une polémique qui serait née avec le président du conseil départemental, tout simplement parce qu'il se trouve que personne qui a rendu compte d'un conseil de CAC, je ne sais pas, devait regarder ailleurs, faire autre chose, ou peut-être des petits problèmes auditifs de temps en temps, et n'a pas du tout retranscrit ce que j'avais dit. Parce que j'avais dit par rapport au président du conseil départemental que nous étions heureux justement qu'avec le président Gillet, on puisse imaginer avancer vers un rééquilibrage entre les secteurs du département dans la mesure, et je donne bien les mots que j'avais dit, dans la mesure où le président Gillet n'avait pas l'ambition d'être maire d'Angers. Sous-entendu, évidemment, l'ancien président qui voulait être maire d'Angers, il a peut-être intérêt, de temps en temps, à favoriser un peu Angers. C'est devenu... Christian Gillet n'a pas la vocation d'être maire d'Angers. D'ailleurs, c'est pas un scoop, il n'a jamais eu envie d'être maire d'Angers. Alors, à partir de là, on nous fait tout un procès d'intention. Et comme le directeur départemental de Ouest France a encore des progrès à faire en français et en connaissance, du coup, il écrit très mal. Et notamment, il ne sait pas mettre la ponctuation. Et ça fait partie de la base du français, la ponctuation. Important, la ponctuation. Et notamment, il nous parle de Novatchild. Alors, il fait dire à Christian Gillet que Novatchild, le conseil départemental, n'est pas présent, contrairement à la CAC, avec Madame Leroy. Sauf que, Christian Gillet ne savait pas. Il l'a appris d'ailleurs, et très bien. Il est très heureux de l'apprendre, que Madame Leroy ne représente pas la CAC à Novatchild, il y a des personnes qualifiées. Bien. Et ensuite, alors, celui qui écrit indique, à propos de la subvention du département à Novatchild, cette subvention a certes baissé, mais à la demande d'Isabelle Leroy, adjointe de M. Bourdoulex. Alors, a certes baissé, mais à la demande. Il n'y a pas de virgule après baisser. Tout est là. Et la virgule arrive plus tard. J'ai tenu à la maintenir et l'augmenter par rapport au budget. Alors, je rencontre Christian Gillet, il me dit, mais oui, mais j'ai dit justement que c'était Mme Leroy qui m'avait demandé de la maintenir. Ah bon? Et il me dit, bah oui, la virgule est mal placée. Parce qu'il fallait écrire cette subvention a certes baissé, virgule. Mais à la demande de Mme Leroy, j'ai tenu à la maintenir et l'augmenter. Voilà la différence. Alors, quand on n'est pas capable d'écrire en français, à mon avis, il faut faire autre chose qu'être journaliste. Marquez, si on fait ça, il va y avoir du recrutement. J'ai fait des remarques sur la Romagne, le club de la Romagne. Oui, le club de la Romagne, depuis des années, il touche moins que la Vaillante. Alors, Christian Gillet me dit, bah oui, je découvre. Bon, il a le droit de découvrir, on ne sait pas tout, même quand on est président ou maire. Et son vice-président lui dit, bah oui, mais il y a plus de licenciés à la Vaillante à Angers qu'à la Stella à la Romagne. Ah, c'est sûr que si vous comparez une ville de 160 000 habitants et une de 2000, c'est quand même intéressant. Donc du coup, voilà, je l'indique d'aujourd'hui, M. Gillet a confirmé ce qu'il m'avait dit, c'est-à-dire que la subvention va être alignée, ce qui paraît tout à fait logique.
Donc, n'inventons pas des polémiques où il y en a, et je l'ai dit à Christian Gillet, et d'ailleurs ça ne l'a pas choqué, s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord un jour avec le département, je ne me gênerai pas pour le dire, je ne vois pas où est le problème. Et là, alors vous avez après une autre journaliste, cette fois d'un autre journal, qui fait un compte-rendu de la visite du président Gillet, mais c'est, je veux dire, je ne sais pas si c'est de l'irrespect, de la bêtise, je ne sais pas ce que c'est. Elle reproche au président Gillet et à sa suite d'être arrivé 1 heure en retard à une visite à la caserne des pompiers. On est arrivé exactement 20 minutes en retard. Cette dame n'avait pas le bon horaire, semble-t-il. Et alors, elle écrit « accaparée par ses agapes ». En résumé, le président Gillet, le maire de Cholet, tout le monde qui suivait, ils étaient vautrés sur une table en train de bouffer. Voilà ce qu'on fait. D'abord, si on déjeune ensemble, on travaille, parce qu'on échange quand même sur les dossiers. Et puis ensuite, on n'était pas accaparés par nos agapes. Et elle conclut, l'entrevue prévue en tête-à-tête le midi entre Gilles Bourdonnais et Christian Gillet avait manifestement fini de dissiper les tensions. Oui, bon, il n'y avait pas de tension particulière, et puis on a discuté très gentiment de plein de choses. Et elle ajoute quand même, pour faire bonne mesure, du moins en apparence. C'est vrai que ni Christian Gillet ni moi n'avions de coquard, donc les choses s'étaient plutôt bien passées. Mais il reste que... On rajoute la petite phrase, du moins en apparence. C'est vraiment, excusez-moi, mais c'est de la sous-information ou de l'information, hélas, qui avait cours dans d'autres lieux à une autre époque. Je l'ai déjà dit, et d'ailleurs, on m'a poursuivi pour ça, et j'ai gagné mes procès. Alors, je continue dans les flops, parce que moi, ça m'amuse beaucoup. Puis, on a un conseil qui est bref en termes de délibération, donc autant lui donner un peu de fond. Alors, exceptionnel, une attaque contre Synergence. Parce que dans Synergence, remettons les faits, il est écrit que l'hymne national allemand a été joué et il est dit Deutschland über alles. Bien. Et là, on discute sur la question dans le Courrier de l'Ouest. Ça commence d'ailleurs par un titre fausse note autour d'un hymne allemand. Sauf que le problème, c'est pas dans la musique, c'est dans le texte. Donc, fausse note dans le texte, bien. Je lis à peu près les choses. Selon Synergence, c'est l'hymne Deutschland über alles qui aurait été joué lors de la cérémonie du 8 mai 1945 à la Tessoile. Alors, le journaliste, il doit être très âgé, parce que déjà, il nous parle de la cérémonie du 8 mai 1945. Alors, en général, c'est la cérémonie commémorative. C'est pas pareil. Cérémonie du 8 mai 1945, elle a eu lieu il y a 71 ans. D'ailleurs, il n'y en a pas eu à l'époque, parce qu'ils avaient autre chose à faire. Cet événement à la mémoire des victimes du nazisme. Alors, on continue dans l'idiotie historique. Ce n'est pas les victimes du nazisme qu'on salue le 8 mai, c'est la fin de la guerre. La victoire des Alliés contre les forces de l'Axe. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il y a les victimes du nazisme, sauf que l'Allemagne, c'était pas l'Allemagne nazie, c'était l'Allemagne. Je suis désolé, hein. Les Allemands, ils étaient tous, ou quasiment. Il continue. Problème, l'hymne Deutschland über alles, devenu hymne national allemand en 1922, est devenu très populaire. Alors, vous voyez en plus la richesse du vocabulaire. L'hymne, devenu hymne, est devenu très populaire quelques années plus tard avec l'idéologie nationale socialiste. Ce lourd pas su des conséquences, à tel point qu'à l'occasion de la réunification de l'Allemagne en 91, l'hymne tel qu'il se chantait a été abandonné. Aujourd'hui, Deutschland über alles n'est plus l'hymne national allemand. L'hymne actuel est Das Lied der Deutschen, le chant des Allemands, ou Deutschlandlied, chant d'Allemagne. La différence, si la musique est identique, le chant ne reprend plus, etc. Enfin bon. Et il remet ça dans ces petits machins du dimanche, là, le compte-rendu de la cérémonie du 8 mai 1945 encore, et ce n'est plus l'hymne très prisé du temps de l'Allemagne nazie, il n'a plus cours depuis 1991. Et c'est du grand n'importe quoi, parce que, évidemment, ça ne s'appelle pas Deutschland über alles. C'est vrai que la première strophe n'est plus utilisée, mais pas depuis 1991. La première strophe n'est plus utilisée, c'était une erreur de Synergence, voilà, ça peut arriver, on peut être imprécis. Mais ce qui est grave, c'est que le pseudo-journaliste qui écrit après, au moins il aurait quand même pu se renseigner, et pas écrire une série d'âneries totales. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce chant, qui est l'hymne allemand, a toujours été le même depuis 1922. C'est un chant qui date du milieu du XIXe siècle. Il n'a pas changé. Il y a 3 strophes. La musique est toujours la même, les 3 strophes existantes sont toujours les mêmes, et ce n'est pas du tout un texte réécrit à l'époque nazie, comme l'indique le journaliste. Parce que lorsque l'auteur écrivait Deutschland über alles, qui veut dire Allemagne par-dessus tout,
C'était au milieu du XIXe siècle, quand l'Allemagne était encore divisée en principautés, en États, que parfois il se faisait la guerre, et que certains étaient favorables à un mouvement d'unification de l'Allemagne, ce que réussira à faire après la guerre franco-allemande, franco-prussienne en l'occurrence, de 1870-71, le chancelier Otto von Bismarck. C'est à ce moment-là que l'Allemagne s'unifie. Et quand l'auteur écrit ça au milieu du 19e, en réalité, il dit « Deutschland über alles », ça veut dire « Allemagne par-dessus tout, arrêtez de vous battre entre régions allemandes, mais pensez que vous avez un pays commun qui est l'Allemagne ». Alors bien sûr, après, la lecture nazie a été différente. On n'était plus dans une unité intérieure comme au XIXe siècle, on était dans une volonté d'hégémonisme international, extérieur. Ça change tout le sens. Mais l'hymne n'a pas été balayé comme ça. Il y a eu un conflit après la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence entre le chancelier Adenauer et Theodor Heuss, qui était le président de la République fédérale d'Allemagne, puisque Adenauer voulait garder l'hymne en l'état. Et on ne peut pas soupçonner Adenauer de sympathie nazie, puisque c'était un des rares Allemands à résister pendant la Seconde Guerre mondiale au pouvoir d'Hitler. Donc, il y a eu toute une discussion, et pour être même très précis, on sera très précis, et c'est un peu d'actualité avec la Coupe d'Europe de football. La dernière fois qu'on a chanté l'hymne allemand dans son intégralité, c'est-à-dire y compris la première strophe, qui commence par Deutschland über alles, c'est comme si on en appelait la Marseillaise Allons enfants, ce serait exactement pareil, c'est un faux titre. La dernière fois, c'était en 1954, à l'occasion de la victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde de football. Donc, ce qu'on dit toujours, le football, c'est on joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Bah là, c'était déjà le cas. Donc en 1954, c'est la dernière fois ils l'ont chanté. Mais pendant la période 45-6 jusqu'en 91 de la réunification, l'hymne de la République fédérale d'Allemagne, c'était le chant indiqué et qui était déjà l'hymne allemand. Sauf qu'on ne chantait plus les deux premières strophes et qu'on ne commençait qu'à la troisième, sachant également qu'en général, les Allemands ne disent pas les paroles de leur hymne à cause de cette ambiguïté. Et en 1991, on a institué dans l'Allemagne réunifiée le même chant, mais en éliminant les premières strophes qui rappelaient la dérive qu'on avait connue pendant la période des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Donc, je veux bien qu'on fasse le reproche à Synergence. Le problème, c'est que les journaux locaux ne supportent pas Synergence parce qu'il y a de l'argent public. C'est comme TLC, on ne supporte pas TLC parce qu'il y a des subventions. Sauf qu'ils oublient de dire les dizaines de millions d'euros que le groupe Putain touche chaque année de l'État, c'est-à-dire des contribuables. Nous, la différence, c'est pour faire vivre des structures. TLC, Synergence... Gros putain, je pense qu'il y a quand même des actionnaires qui se servent un peu au passage. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment du n'importe quoi. Je veux bien qu'on rectifie des petites erreurs, mais dans ce cas-là, on essaie quand même de se documenter. Je ne dis pas que tout le monde est capable d'avoir des données historiques à jour, mais au moins on peut aller, aujourd'hui sur Internet, on trouve très facilement des éléments d'actualisation. Donc voilà un journaliste qui a perdu une occasion d'écrire un bon article. Je dirais dans ce cas-là qu'il faut lire ces articles avec modération. Dernier grand moment. Pourquoi le fossé se creuse avec les politiques? Série de reportages Ouest France. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, arrive un article où on met en parallèle Christophe Béchu et moi. Bon, vous me direz, si, je sais pourquoi, parce qu'on est les deux personnalités importantes du département, enfin quand même. Alors là, c'est l'occasion d'une série, mais de délire, parce que en plus du délire, il y a l'inculture, quoi. Alors déjà, on note que nous avons 3 mandats en cours, chacun. Alors sauf que là, il y a une confusion entre les mandats et les fonctions. Enfin, passons. Après, on a le temps d'activité parlementaire au cours des 12 derniers mois. Alors, on se retrouve avec des semaines. Je vous parlais avec Christophe Béchu, je ne sais pas pourquoi il y a ce nombre-là. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a ce nombre-là non plus, parce que si effectivement j'avais été en semaine parlementaire ce nombre-là, j'aurais pas pu assurer la présence obligatoire en commission chaque semaine le mercredi matin. Donc j'aurais eu une amende sur mes indemnités, et je tiens tout à fait au regard du public le montant de mes indemnités. J'ai eu une fois une amende dans toute ma carrière, je le dis, c'était en février 2014, parce que c'est vrai que j'étais un peu plus occupé à faire campagne au municipal qu'à être présent à l'Assemblée nationale, je l'avoue. Mais en tout cas, c'était la seule fois. Mais alors l'article, c'est tout à fait exceptionnel, d'aigritude. Madame Royal aurait peut-être dit ça. C'est de l'aigritude. Je sais pas, c'est des gens aigris, frustrés. Je sais pas.
Ça commence. Même s'il se prétend désormais comme avocat. Non, il se présente, pardon. Désormais comme avocat. Il se présente désormais. Je ne me présente pas comme avocat. Juridiquement, je suis avocat. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Alors, ce qui est très bien après, il est devenu par la voie parlementaire. Alors là, le grand délire, parce qu'en plus, ils ont remis une couche la semaine d'après. N'importe quoi. Il n'y a jamais eu de voie parlementaire. Il y a eu à un moment donné une idée que des gens qui travaillaient à l'Assemblée auraient pu aller prêter serment. Ça n'a jamais été mis en œuvre. Et cette histoire-là date de 2012. Et personnellement, j'ai prêté serment en janvier 2010, donc je ne vois pas comment j'aurais pu anticiper de 2 ans une éventualité qui n'a jamais été appliquée. Et pour expliquer la voie parlementaire, alors on citait dans un autre article d'autres collègues qui ont exactement pris la même voie, c'est-à-dire que c'est une loi de 1991 qui avait été faite à l'époque pour permettre au conseil juridique, qui était supprimé, de devenir avocat. Donc je vois pas très bien, voilà, c'est la filière que j'ai eue parce que, excusez-moi, hein, j'ai un passé qui fait que j'y avais droit, hein, c'est pas du tout un truc qu'on distribue comme ça. Donc, voie parlementaire. Il a bien donné quelques cours de droit à la fac de Cholet. Alors j'ai donné quelques cours, ouais, pendant 16 ans j'ai enseigné à l'université, à Angers d'abord, à Angers-Cholet ensuite, à Cholet. J'ai tourné en gros entre 8 et 10 heures de cours par semaine, ce qui est en gros 2 fois la charge de travail obligatoire d'un agrégé, donc on a bien donné quelques cours comme ça, enfin bon. Bon, vous ne connaissez pas le vrai Gilles Bourdouleix. Bah oui, ça c'est vrai, hein. Tant pis pour eux. Problème, pour avoir accès à ce vrai Bourdouleix, il vaut mieux ne pas lui apporter la contradiction. Bon, moi je veux bien. Je vois l'autre soir, j'étais à une réunion très intéressante d'ailleurs sur la République laïque. Je peux vous dire que j'ai entendu des trucs toute la soirée. De temps en temps, ça me chauffait un peu, parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils disaient. Hein. Chacun ses opinions. Je suis pas allé taper sur les intervenants, quand même. Au risque d'être considéré comme un ennemi. L'ex-préfet qui refusait une république autonome de Cholet. Non mais attendez, l'ex-préfet qui refusait une république autonome de Cholet. Pourquoi j'étais en froid avec l'ancien préfet? Parce que, premier truc, un jour, il nous envoie, sans nous prévenir, je le maintiens, une série de caravanes de gens du voyage, pas de protection de police, je me suis fait taper dessus avec un bâton, etc., etc. Alors après, une espèce de petite saloperie a inventé un truc dans la presse sur ce que j'aurais dit ce jour-là, encore des trucs totalement farfelus. Je ne parle pas de la deuxième fois. Deuxième fois, on va régler ça. Ça va me rapporter de l'argent, donc c'est bien. Mais il reste qu'on a... voilà, alors si ça, quand on reproche ça au préfet et qu'on dit qu'il a mal fait son travail, je suis navré, je ne veux pas, très bien, s'il n'est pas content, il n'est pas content. On continue. Le président de la Cour Cholet-Pays-de-Loire. Président de la Cour Cholet-Pays-de-Loire. Attendez, voilà un type qui, dans la presse, se défoule, tape sur la collectivité, nous reproche un tas de choses, vient dire, de toute façon, ils sont juste bons à aller sur le podium, alors qu'on l'a toujours soutenu, qu'on l'a aidé, qu'on lui a trouvé des solutions pour qu'il finance, et que lui, parce qu'il gère mal son affaire, se trouve en difficulté. C'est pas moi qui suis fâché avec lui, c'est lui qui est fâché avec moi. Les élus des Mauges. Je ne suis pas fâché avec les élus des Mauges. Les élus des Mauges. Moi, quand je rencontre le président de la communauté de communes, Moine-et-Sèvres, pour évoquer avec lui l'éventualité de venir vers la CAQ, et que je sais que déjà, il a un engagement de ses collègues des Mauges d'être président de la communauté qu'ils vont créer sur les Mauges, et que donc, de toute façon, moi, quand je viens lui parler uniquement de construire le territoire et pas de distribuer des postes, mais c'est vrai que je sais qu'il ne va pas me dire oui, mais je le fais, parce que c'est mon devoir. De lui dire que l'intérêt de son territoire et de sa population, ce serait peut-être de faire autrement que ce qu'il va faire. Après, voilà, s'il préfère les postes, moi, c'est son problème, moi je ne le reproche pas, hein, c'est comme ça. Voilà, donc après, c'est ça, être fâché avec tout le monde, d'accord. Très bien. Alors je finis, parce que c'est trop drôle. Certains choix sont critiqués. Pourquoi pas? D'ailleurs, le développement du commerce de périphérie au détriment du centre-ville. Alors, attendez, développement de la périphérie au détriment du centre-ville. On peut comparer Arcade Rouget et l'autre faubourg. Ok. Sauf que l'autre faubourg, c'est privé. Il n'y a pas un euro de la collectivité. C'est une entreprise privée. Les Arcades Rouget, il y a eu quand même un soutien public. On nous l'a assez reproché, mesdames et messieurs de l'opposition. Donc, quand on vient me dire qu'on a favorisé la périphérie au détriment du centre-ville et que je vois ce que nous avons investi pour permettre de restructurer totalement le centre-ville et son commerce, et que s'il y a eu des moments difficiles, que s'il y a encore quelques moments difficiles, je peux vous dire que ça s'améliore et qu'un jour on s'apercevra qu'on a fait les bons choix. Alors venir à expliquer ça, c'est quand même étonnant, surtout qu'après on explique les réussites du mandat en citant les Arcades Rouget. Il faut peut-être savoir, il a peut-être pas lu son article jusqu'au bout. Un serpent de mer subsiste, la salle de la Mairie. Ah oui, la salle de la Mairie, parce que c'est une réflexion. On ne va pas faire une salle de 35 millions sans savoir où on va avec qui. Si on fait une salle de 35 millions, c'est pour un club professionnel
qui est le club de basket. Il faut dans ce cas-là qu'on puisse avoir la certitude qu'on construit quelque chose dans la durée. Et je dis ici publiquement que je suis très satisfait de voir comment les choses évoluent actuellement, avec une gouvernance qui s'est renouvelée, avec un coach de grande qualité qui a été recruté, et des premiers recrutements qui sont plutôt positifs. Donc c'est très bien. Alors, mais sa politique du coup de gueule, bah oui, du coup de gueule, excusez-moi, malheureusement la politique est en train de mourir de deux choses qui sont complémentaires. L'absence de... Enfin, je ne vais pas dire le terme que j'allais dire, parce que ce ne serait pas respectable pour la parité. Mais en tout cas, l'absence de tripes... Allez, tiens, on va remonter un petit peu. L'absence de tripes des politiques, et le fait qu'ils soient tellement des carpettes qui se couchent devant les journalistes pour dire comme eux. Bah, moi, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, il y aura peut-être encore des coups de gueule de temps en temps, voire d'insultes. Oh, d'insultes. Si je comptais les insultes que j'ai reçues, ça, on pourrait en parler, tiens. Opposants tournés en dérision. Oh, bon, voilà, on est peut-être un peu ferme, mais il ne faut pas exagérer non plus, en dérision. Partenaires ne sachant pas sur quel pied danser. Bon, on ne leur demande pas de danser, d'ailleurs, on leur demande de travailler. Agents de ces collectivités. J'ai fait le calcul. 21 ans de mandat, 3 agents avec lesquels nous avons des procédures qui sont allées loin ou qui vont loin. 3 agents sur à peu près 1900 personnes à l'instant T, ce qui signifie, je ne sais pas, 3 ou 4000 personnes qu'on a vu défiler depuis 21 ans. Ah, je peux vous dire que 3 sur 3 ou 4000, c'est quand même pas dramatique. Hein. C'est pourtant l'adepte du parler vrai qui avait tenté d'envoyer aux rédactions un fou courrier de lecteurs. Alors là, je ne sais pas d'où ça sort. Il y a eu une histoire de courrier qui est passé, qui a été corrigé parce qu'on nous avait demandé de le corriger. Moi, je peux vous dire que les seules fois où j'ai envoyé des fous courriers aux journaux, c'est vrai, c'est des fous courriers du lecteur en mettant un autre nom. Mais comme ils sont tellement courageux et professionnels, ils ne vérifient pas. Et j'ai des courriers de lecteurs au cours des années passées qui ont été publiés dans les journaux avec un faux nom, je l'avoue, je ne dirai pas quel faux nom, mais voilà. Donc comme c'est pas vérifié, on passe tout. Alors là, d'accord, oui, ça j'ai envoyé des faux courriers, j'avoue que c'est pas faux. Voilà, donc tout ça. Tout à l'heure, je disais que c'est des articles à lire avec modération, mais là, très franchement, ce sont des articles nuls et vains. Alors j'indique aussi, pour terminer sur ce sujet, qu'en fin d'année, désormais, nous allons publier un document pour les Choletais qui mettra en parallèle un certain nombre de débats de conseil municipal, propos d'ailleurs de tout le monde, et le compte-rendu dans la presse. Parce que quand je regarde le mois dernier, où j'ai fait le compte-rendu d'une procédure où j'avais été insulté, harcelé par un zozo, le Courrier de l'Ouest, pas un mot le lendemain, ni le surlendemain d'ailleurs. Ouest France, complètement trafiqué, modifié, désinformation. Alors, on écrit dans l'article que je viens de citer que je m'en prends à l'opposition malhonnête. Ben oui, l'opposition, excusez-moi. À l'opposition de la presse, en disant qu'elle est malhonnête. Je ne dis pas l'opposition malhonnête, je vous rassure. Mais la presse qui serait malhonnête, qui serait une forme d'opposition. Oui. C'est la malhonnêteté, tout simplement. Voilà, donc... C'était la série des flops. Mais on va publier ce document parce que ce sera quand même enrichissant pour les Choletais de voir ce qui se dit au Conseil et comment c'est retranscrit, déformé, parce qu'on est dans la désinformation totale, mais totale, et je le dis, le gros putain est un outil antidémocratique, un outil totalitaire, un outil qui est un danger pour les libertés publiques.